Notre climat change. Nous en ressentons aujourd'hui tous les effets. L'été, les records de chaleur s'enchaînent. Et à l'origine de ce phénomène, il y a notamment les émissions trop élevées de CO2. Elles empêchent notre planète d'évacuer la chaleur, ce qui réchauffe notre atmosphère comme une serre. Ce serait génial si on pouvait empêcher que davantage de CO2 soit rejeté dans l'atmosphère. Car c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Le captage et le stockage du dioxyde de carbone, en abrégé CCS pour Carbon Capture and Storage. L'idée, c'est de récupérer à l'aide d'un processus chimique le CO2 généré par l'industrie, puis de l'enfouir profondément dans le sol où il resterait durablement. L'alternative, c'est on continue d'émettre le CO2 dans l'atmosphère. C'est pas une technologie de transition. C'est totalement illusoire. Les gouvernements européens entendent investir des milliards dans le CCS au cours des prochaines années. Avons-nous enfin trouvé une arme efficace contre le changement climatique? Ou le CCS n'est-il qu'une coûteuse esbrouffe? Je m'appelle Berthold Meyer, je suis professeur de psychologie du travail et j'adore échanger autour de questions qui fâchent. Comme tout le monde, je m'inquiète de la façon dont le changement climatique va modifier notre monde. Et bien sûr, j'espère qu'on trouvera des moyens intelligents pour faire face à cet immense défi. À première vue, l'idée d'enterrer simplement le CO2 dans le sol, où il ne causera plus de dégâts, me semble tomber sous le sens. Ici, dans les archives d'échantillons géologiques de Thuringe, sont entreposés plus de 215 000 mètres de carottes, issus d'un siècle d'exploration de la croûte terrestre et de recherche de sites de stockage définitifs pour nos déchets nucléaires. Et à l'avenir peut-être, des sites de stockage du CO2. C'est ici qu'aujourd'hui, j'aimerais discuter des chances, mais aussi des risques que représente la séquestration du CO2. 2 chaises, 2 invités, mais pas en même temps. Je vais les interroger séparément pour me forger ma propre opinion. C'est une bonne idée d'enfouir le dioxyde de carbone sous terre? On peut dire d'une certaine façon, le surplus de CO2 qu'on a dans l'atmosphère, c'est une balance de carbone qu'on a pris dans le sous-sol. C'était les pétroles et le gaz qui étaient dans le sous-sol. On l'a brûlé. Le fait de stocker du CO2 dans le sous-sol, c'est remettre le carbone d'où il vient en fin de compte. Thomas Le Guénan, ingénieur et expert en géosciences, mène des recherches sur la séquestration du CO2 depuis 2008. Il est responsable de la prospection et de l'évaluation de sites de stockage potentiels en France. Pour lui, le CCS est une solution pour atteindre un jour la neutralité carbone. Je suppose que pour vous, le CCS peut aider à résoudre les problèmes climatiques. On le voit dans les rapports du type les rapports du GIEC. Le GIEC est le principal organe international chargé d'évaluer le changement climatique. Parfois appelé Conseil mondial de l'ONU pour le climat, il est considéré comme une référence en la matière. Ils sont tous d'accord pour dire que le CCS a un rôle à jouer dans la lutte. Ça ne va pas régler tous les problèmes et ça va être le CCS et toutes les autres technologies qui vont aider à résoudre le problème et atteindre nos objectifs, comme l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, 195 pays se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Nous devrions donc arriver à n'émettre que la quantité de CO2 que la nature peut absorber, soit environ 9 à 11 milliards de tonnes par an à l'échelle mondiale. Nous en émettons actuellement environ 38 milliards de tonnes par an. Le dioxyde de carbone est un gaz inodore et non toxique, naturellement présent dans notre atmosphère. Nous faisons tous partie intégrante de son cycle. En respirant, nous rejetons du CO2 que les plantes convertissent en composés carbonés solides. La combustion du pétrole, du gaz ou du charbon, c'est-à-dire les résidus de plantes vieux de millions d'années, rejette du dioxyde de carbone. Voilà comment la concentration en CO2 dans notre atmosphère n'a cessé d'augmenter ces 100 dernières années. Le problème, c'est que les plus petites hausses ont un effet de réchauffement énorme. Pour un profane, ça peut sembler une bonne idée de récupérer le CO2 qu'on ne veut pas rejeter dans l'atmosphère et de le stocker de manière sûre.
Dit comme ça semble facile, mais c'est une fausse promesse. Ce qu'on doit faire, c'est arrêter de brûler du charbon, du pétrole et du gaz pour ne pas produire de CO2. Kerstin Mayer est économiste et spécialiste de la technologie CCS pour la Fédération allemande pour l'environnement et la protection de la nature. Elle s'oppose avec véhémence au CCS, qu'elle soupçonne même d'accélérer le changement climatique. Le CCS est problématique parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une technique. C'est un choix d'orientation. On décide que l'industrie chimique, par exemple, ne va pas passer à l'électrique, qu'elle ne va pas transformer sa production pour qu'elle soit moins nocive et consomme moins d'énergie et moins de matières premières. On l'autorise à continuer à se développer. Donc pour vous, à qui profite le CCS si ce n'est pas au climat? À Shell, à Exxon, à Total, à Wintershall Dea, à l'industrie qui privilégie son intérêt à court terme et préfère, plutôt que de passer à l'électrique, empocher les milliards de subventions qui accompagnent le CCS et continuer à brûler du pétrole, du gaz et du charbon. Un des avantages du CCS, c'est que ça peut s'appliquer sur les process existants. Donc on peut, c'est ce qu'on appelle la capture post-combustion. On peut prendre l'usine telle quelle et permettre de réduire ses émissions sans changer tout le procédé. C'est un des avantages. À quel point le CCS est-il efficace? Donc là, on sort un petit peu de mon domaine d'expertise. Les constructeurs prétendent qu'ils peuvent capturer peut-être plus de 95% du CO2. Le seul incinérateur de déchets qui existe, à Duiven, a un taux de capture de 11%, ce qui signifie que près de 90% du CO2 continue à être rejeté dans l'atmosphère. Moi, j'ai lu que jusqu'à 90%. Ça, ce sont des promesses en l'air. Aucun dispositif de CCS ne présente un tel taux de captage. Dans le secteur de l'énergie, tous les projets ont échoué. En fait, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, on a surtout affaire à des démonstrateurs. Les démonstrateurs, ils n'ont pas intérêt à capter 100% du CO2. Il faut juste qu'ils démontrent qu'ils captent un peu de CO2. Ça a des coûts supplémentaires de capter 100% ou 90% du CO2. Quel est le coût du CCS en termes financiers et énergétiques? Dans l'industrie du ciment, il faut 4 fois plus d'électricité et plus de chaleur thermique, ce qui réduit énormément son efficacité. On peut apporter l'énergie par l'électricité décarbonée. Et je pense en premier lieu à l'industrie du ciment. C'est une pénalité qu'il faut être prêt à payer si on veut décarboner certains process. Sinon, l'alternative, c'est on continue d'émettre le CO2 dans l'atmosphère. L'industrie du ciment est un prétexte. Elle aussi pourrait être électrifiée. Ça réduirait d'un tiers ses émissions. On peut utiliser d'autres matériaux de construction. On peut produire le ciment de manière plus durable, on peut le recycler, mais aussi en utiliser moins. Aucune de ces évolutions n'aura lieu si on mise aujourd'hui sur le CCS dans ce secteur. Outre le captage, l'idée centrale du CCS est le stockage du CO2. L'approche la plus courante consiste à injecter le dioxyde de carbone dans des gisements de pétrole et de gaz épuisés où il est censé rester en toute sécurité dans des couches de grès poreux. Cette méthode sera mise en œuvre principalement en mer du Nord et en mer Baltique, mais la séquestration sous terre devrait également être possible à l'avenir. Le transport vers des sites de stockage n'est pour l'instant possible que par camion, train ou bateau. Un réseau de pipelines à l'échelle européenne devrait simplifier le processus. Plusieurs sociétés pétrolières et gazières construisent déjà de nouveaux pipelines et terminaux en Norvège et au Danemark. Les investissements pour le déploiement du CCS à grande échelle sont colossaux et doivent être couverts par des milliards de subventions publiques. Le CO2 est un gaz qu'on injecte dans le sous-sol. Comment peut-on s'assurer qu'il y reste et que des fissures ne vont pas se former au bout de 100 ou 200 ans? En fait, on a un indice vraiment très fort, c'est qu'il y a des réservoirs naturels de CO2 dans le sous-sol. Il est resté là des millions d'années. Donc, le job maintenant des ingénieurs, c'est de retrouver ces mêmes conditions géologiques et de retrouver le même type de roche parfaitement imperméable au CO2. C'est pas du tout prouvé que ces réservoirs soient étanches. Chaque forage modifie le sous-sol. Il est même arrivé dans ces réservoirs modèles en Norvège que le gaz remonte à certains endroits de manière totalement inattendue. Et ce, malgré toutes les précautions prises et le suivi scientifique. Il s'agit du champ gazier de Sleipner.
Depuis 1996, environ 1 million de tonnes de CO2 y sont réinjectées chaque année sous le sol marin. Ce que certains rapports ont montré, c'est que ce réservoir est complexe. Mais le CO2 reste en permanence sous cette fameuse roche couverture qui prévient toute remontée de CO2. Cette roche-là, elle fait plus de 300 mètres d'épaisseur. Il n'y a aucun signe de fuite. Qui va surveiller ça au fil des siècles? Il s'agit de sites de stockage définitifs qu'on va laisser aux générations futures, avec tous les coûts que ça implique. Face à l'apport massif de CO2, il faudrait aménager des centaines, voire des milliers de réservoirs, ce qui multiplierait le risque de manière incalculable. Est-ce que ce n'est pas un nouvel exemple de privatisation des bénéfices et de report des risques financiers sur la société? Le risque du changement climatique, lié au changement climatique, sont bien plus grands que le risque de laisser un stockage de CO2 évoluer sur des années. Et pour la société, ça veut dire que ça, in fine, c'est l'émetteur qui a la charge de ce CO2. Si on lui fait payer le bon montant, on va dire, on va pouvoir couvrir les dépenses, au moins les dépenses, et on espère que le risque sera minimum. La solution qui nous est actuellement proposée est dangereuse parce qu'un modèle commercial est en train de se mettre en place. Et ça ne fonctionne que si on a le plus grand réseau possible pour injecter le plus de CO2 possible et faire un maximum de bénéfices sur le long terme. Mais pourquoi c'est rentable? J'ai toujours pas compris. L'industrie gazière ne le fait que si les clients paient pour ça. Donc d'une part, ils continuent à vendre du gaz naturel et du pétrole, et d'autre part, ils vendent le transport du CO2, des déchets climatiques et son stockage en mer du Nord. C'est un modèle commercial génial, qui oblige, pour ainsi dire, l'industrie à utiliser du pétrole et du gaz au cours des prochaines décennies. Est-ce que ce n'est pas justement un des problèmes fondamentaux auxquels on devrait s'attaquer? Ce modèle commercial qui rend si lucrative l'extraction de tous ces combustibles fossiles? Je suis complètement d'accord. Je veux juste rappeler que le fossil fuels, c'est propulser nos voitures, nos avions. On peut collectivement décider d'arrêter de donner de l'argent aux grandes compagnies pétrolières, mais ça demande encore un changement de mode de vie incroyable. Et on voit en France des mesures de restriction ou d'augmentation du prix de l'essence vont déclencher des manifestations. Transformer l'industrie est un grand défi. Mais contourner ce défi et l'abandonner au profit du CCS n'est pas une solution. Nous devons nous atteler à la façon de transformer cette économie. Nous avons les puits naturels, nous avons ces protections naturelles du climat. Et elles fonctionnent depuis toujours. À l'université de Greifswald, on étudie ces écosystèmes qui absorbent continuellement le CO2. Le professeur Jurasinski est spécialisé dans les tourbières. Lui et son équipe étudient les effets de ces écosystèmes sur notre climat et comment ils peuvent être activés pour stocker le CO2 de manière optimale. Les tourbières se développent sur une longue période parce que le niveau de l'eau y est élevé et la décomposition de la biomasse très lente. D'ailleurs, beaucoup de matériaux ne peuvent pas être dégradés et s'accumulent chaque année. Les tourbières stockent donc beaucoup de carbone. Mais si on les draine, le carbone qui y est emmagasiné s'échappe au fil du temps. En Allemagne, environ 7% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de tourbières drainées. Il faudrait les remettre en eau pour empêcher le CO2 d'en sortir. Les chercheurs mènent des projets pilotes dont plusieurs ont déjà été mis en pratique. Là, on est en route pour la tourbière près de Tribzes. C'est une zone qui a été restaurée il y a 25 ou 30 ans dans le cadre du programme LIFE de l'Union européenne. Ici, on peut suivre de près l'évolution de la tourbière ces dernières années. Quand on marche dans une tourbière, ça fait squitch. On a les pieds dans l'eau sans s'enfoncer dedans. Le sol est un peu instable et spongieux, ce qui est tout à fait normal. Alors qu'une tourbière asséchée rejette dans l'atmosphère 30 à 40 tonnes de CO2 par hectare et par an, une tourbière en bonne santé peut non seulement emmagasiner durablement le CO2,
mais aussi continuer à en absorber. Grâce à des prélèvements, le professeur Jurasinski analyse la tourbière. Les strates profondes contiennent encore de la tourbe stable, mais dans les couches supérieures, elle s'est décomposée et compactée. Grâce à la remise en eau, une nouvelle tourbière a pu se développer au-dessus. Là, je vois pas mal de végétaux. Ce sont des racines fraîches du réseau racinaire. Et cette couche en haut, sur 15 cm, c'est ce qui s'est reconstitué depuis la réhumidification. Ça nous donne de l'espoir. Si les conditions sont réunies, une nouvelle tourbière peut se développer au-dessus de la couche dégradée. Et du carbone peut à nouveau être absorbé. On a élaboré une projection avec les carottes qu'on a analysées ici et sur 15 autres sites. Et on constate qu'au cours des 20-25 dernières années, 40 tonnes de CO2 supplémentaires ont pu être stockées en moyenne par hectare. Les tourbières sont donc un réservoir à carbone naturel. Pour le professeur Jurasinski, les avantages sont évidents comparés aux approches technologiques comme le CCS. On peut observer la tourbe sur plusieurs siècles et dire voilà ce qu'on a stocké ici, et même établir combien de temps ça a été le cas. Ça, on l'a plutôt bien compris. On est loin de pouvoir en dire autant du CCS. On se dit qu'on peut injecter le CO2 dans le sous-sol et l'introduire dans la roche, ce genre de choses, mais on ignore combien de temps il peut rester là et quelle sera sa stabilité. Supposons que ça marche aussi bien que l'imaginent les partisans de cette technologie. On arrive à neutraliser les émissions de CO2 à grande échelle grâce au CCS. Où serait le mal là-dedans? C'est quoi le problème? C'est une illusion. On nous affirme que c'est possible sans qu'on ait besoin de changer quoi que ce soit à notre mode de vie. Mais la crise climatique ne se limite pas au dioxyde de carbone qui s'accumule dans l'atmosphère. Il existe d'autres gaz à effet de serre et on doit considérer cette crise de manière beaucoup plus globale. Sans parler de la crise de l'eau et de la crise de la pollution. En poursuivant sur cette voie, on continue à les alimenter. Alors, comment devrait-on dépenser notre argent pour protéger le climat plus rapidement, plus efficacement et avec un minimum de technologie? On peut investir dans le recyclage mécanique, dans l'économie circulaire, dans des matériaux de construction alternatifs. On peut remettre les tourbières en eau et faire en sorte que les gens aient des revenus sans qu'on dépasse les limites de la planète. On a besoin d'efficacité, on a besoin de changer de modèle. Donc vous êtes d'accord avec ça? Ça, je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a une transition à faire. Les économistes ne prévoient pas qu'on va pouvoir se passer de ciment, d'acier, de chimie dans les 5-10 prochaines années. Donc tant qu'on a besoin de ces industries, et si on en a besoin en Europe notamment, il va falloir faire du CCS. Ce n'est pas une technologie de transition, c'est totalement illusoire. Si le CCS était fonctionnel et déployé, il absorberait au maximum 2% des émissions mondiales. Il s'agit de chiffres officiels. Ce qu'il ne peut pas faire, en revanche, c'est réduire le CO2 de 98% comme on l'affirme aujourd'hui. Il existe d'autres idées pour réduire le CO2 et même le réutiliser comme matière première. C'est ce qu'on appelle le CCU, le captage et la valorisation du carbone. Les chercheurs de l'Institut de technologie de Karlsruhe transforment le CO2 présent dans l'air en poudre de carbone. Les résultats sont encore faibles et le coût en énergie très élevé. Mais cela permettrait de créer des cycles fermés de matériaux dans les complexes industriels. Le CO2 peut aussi servir d'engrais gazeux dans les serres et augmenter de 40% la croissance de certaines plantes. Mais il doit être purifié et une concentration trop élevée peut avoir des effets contraires. Autre idée, disperser du basalte broyé dans les champs pour y fixer le CO2. Avantage, ça fertiliserait le sol. Inconvénient, il faudrait traiter d'immenses surfaces, ce qui alourdirait le bilan énergétique et affecterait l'agriculture. Comment utiliser au mieux les ressources disponibles? Une question centrale aussi pour les spécialistes des tourbières de Greifswald.
On va aller inspecter le polder de Teichweide près de Neukölln. Avant la mise en place de nos projets, cette zone était drainée. On y pratiquait l'agriculture herbagère. Aujourd'hui, on peut y mesurer pour la première fois les échanges de gaz à effet de serre. Pour comprendre l'influence des tourbières restaurées sur le climat, les chercheurs ont besoin de données précises et complètes. Car si les tourbières peuvent fixer durablement le CO2, les bactéries présentes dans l'eau produisent également du méthane, un autre gaz à effet de serre. Malgré tout, les avantages l'emportent. Ici, ce qu'on veut, c'est que le carbone soit absorbé. Et pour ça, il faut une tourbière saine. À long terme, toutes les tourbières serviront à refroidir la planète. Sur la parcelle expérimentale, les chercheurs cultivent des massettes qui pourraient être une source de revenus de remplacement pour les agriculteurs, car elles permettent de fabriquer des matériaux isolants. Les puits naturels ont avant tout besoin d'une chose, de place, et elle est très convoitée en Allemagne. Si on veut remettre toutes les tourbières en eau d'ici 2045, pour respecter l'accord de Paris et atteindre la neutralité carbone, on doit avoir 50 000 hectares de tourbières supplémentaires chaque année en Allemagne. Actuellement, on en est à 2 000 hectares, on est donc largement en dessous. Ça veut dire qu'on doit s'améliorer. Il faut donc ici aussi envisager un changement. Pour que les tourbières redeviennent des puits et non des émetteurs de carbone, on doit leur accorder de l'espace. En réduisant la viande et les produits d'origine animale dans nos assiettes, on pourrait par exemple diminuer les besoins en surface agricole au profit des tourbières. Ce serait un beau rêve qui servirait plusieurs causes à la fois. On couperait les émissions de gaz à effet de serre à la source, on créerait de nouveaux puits de carbone, des habitats pour les êtres vivants, et on obtiendrait un effet de refroidissement. Tout ça mis ensemble est tellement formidable qu'on ne peut dire qu'une seule chose. Oui, lançons-nous. Des travaux démontrent aussi que le retour sur investissement est meilleur avec les solutions naturelles. Il faut juste accepter de céder un peu de place à la nature. Vous faites confiance à l'industrie pétrolière et gazière? Non. Est-ce que vous faites confiance à l'industrie pétrolière et gazière? Je fais confiance aux ingénieurs. D'accord, j'accepte. Notre mode de vie sera-t-il complètement différent dans un siècle? Oui. Oui. La technologie peut-elle résoudre nos problèmes climatiques? Tout dépend du modèle commercial. Oui. Avez-vous peur de l'avenir? Non. Oui. Peut-on arrêter le changement climatique? Oui. Non. Le CCS est-il sûr? Oui. Non. Voudriez-vous vivre au-dessus d'un site de stockage de CO2? Jamais. Oui. Je viin de lire que le GIEC est effectivement favorable à l'utilisation du CCS, dans certaines limites. Est-ce compatible avec votre position? Vous l'avez dit, dans certaines limites. Tout d'abord, il faut préciser que de nombreux scénarios étudiés par le GIEC partent du principe que nous n'abandonnerons pas le pétrole, le gaz et le charbon. Le CCS fait donc figure de joker. Le GIEC dit aussi, et c'est très important, que le CCS est l'option la plus chère, la moins efficace et la plus dangereuse comparée à toutes les autres. Si le développement du CCS se passe mal, peut-on imaginer que dans 10 ans, on se rende compte qu'on a investi des milliards dans cette technologie pour finalement constater qu'elle n'est pas utile, que cet argent a été gaspillé et qu'on aurait pu l'utiliser à meilleur escient pour lutter contre le changement climatique? Est-ce une possibilité? C'est une possibilité. C'est pour ça qu'il faut être vigilant dès maintenant à financer les bons projets et à essayer d'évacuer les mauvais projets. Effectivement, le risque principal, c'est qu'on se retrouve enfermé dans une économie liée au carbone, en tout cas au carbone fossile. Mais il y a des bons projets qu'on peut financer dès maintenant. Si demain, vous deviez prononcer un discours devant le Parlement européen au sujet du CCS, que diriez-vous aux eurodéputés? Une politique qui mise sur le CCS risque d'aggraver la situation.
c'est-à-dire de réchauffer la planète plus vite et plus fortement que sans le CCS. De plus, la prise de risque liée à cette technologie est tout simplement irresponsable. Je dirais que sur ce point-là, il faut continuer, tout en faisant attention justement au point de vigilance dont on a parlé. Attention à ne pas subventionner des promesses, attention à ne pas se retrouver bloqué dans une économie du fossile. Voilà, il faut être intelligent sur la façon dont on va promouvoir le CCS. Rester vigilant et prendre des décisions intelligentes, c'est forcément un bon conseil. Au départ, le CCS semblait vraiment une solution pour éviter le pire. Mais après cette discussion, je suis moins optimiste. Pour moi, c'est comme si on disait qu'on va tout continuer plus ou moins comme avant, mais avec une technique améliorée. Est-ce que ça fonctionne? On laisse la prochaine génération en juger. D'autre part, et j'ai beaucoup de mal avec ce point, je trouve que les grandes promesses d'économie et les espoirs d'efficacité ne se matérialisent pas sur les quelques sites où on expérimente le CCS. Ça ne colle pas, tout simplement. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut tout laisser tomber, mais injecter des milliards d'argent public sans être sûr de ce qu'on va obtenir en retour, j'ai du mal.